Sur ce, on arrive sur la section lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes ? En fait, le matin, peu après vous êtes réveillé, faire genre 2-3 équations à double inconnu. En revanche, Paul, t'as une anecdote pour nous ? J'ai rien contre les cafards en particulier, toi, c'était pas personnel. Mais maintenant, toi, j'ai l'impression qu'ils se foutaient un peu de ma gueule. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui explique comment gagner de l'argent sur Internet sans travailler. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul. Donc aujourd'hui, on parle pas vraiment de gagner de l'argent sans travailler, on va parler de comment passer de 0 à 2000 euros par mois et on va chacun donner des tactiques concrètes qu'on pourrait mettre en place pour en arriver là. Donc on vous a préparé quelques idées de business model qui, à notre avis, peuvent fonctionner, qui sont des bonnes idées à tester. Pas vraiment nous cohérentes avec ce qu'on fait, mais qui peuvent être des bonnes idées, donc on va vous les donner, on va les partager avec vous. Avant ça, Paul, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment ? J'ai une petite recommandation, en l'occurrence, c'est Angkor Wat. Alors, c'est très connu, c'est au Cambodge. Vous cherchez sur Google Angkor Wat, vous allez trouver. Et pour le coup, je parlais le podcast précédent des monuments qui m'impressionnaient pas trop. Ça m'impressionne notamment quand tu penses à tout le travail qui a été là-dedans, quoi. C'est vraiment l'échelle est tout simplement monstrueuse. Même si honnêtement. Mais c'est une ville entière, non ? Ouais, en fait, c'est un complexe de temples, ouais. Et construit à différentes époques et tout. Le plus connu, justement, c'est Angkor Wat, mais c'est tout un ensemble, quoi. Mais je pense que c'est quand même à relativiser parce qu'à l'époque, ils avaient comme des esclaves. Donc moi aussi, si j'avais 30 000 esclaves, toi, je pourrais faire des choses assez conséquentes, quoi. Mais après, apparemment, moralement, c'est mal. Non, mais quand ils pensent, quand même, c'est la sécurité de l'emploi absolue, quoi. D'être esclave ? Ouais. Enfin, jusqu'à ce que tu meurs à 26 ans parce qu'il y a une pierre qui t'est tombée sur la tête, mais autrement, là, t'as pas à te poser de questions, quoi. Sur la vie, les questions existentielles, elles sont virées d'un coup parce que t'as pas le choix. Donc, Écoute, j'ai lu que c'est assez étonnant parce que l'histoire de l'esclavage, genre à l'époque des Grecs, en fait, les esclaves étaient plutôt bien traités. Et c'était considéré que les esclaves, tu vois, c'était un investissement. Ils avaient souvent l'occasion de gagner leur liberté en rachetant leur liberté. Il y avait pas mal d'esclaves. En gros, le système, c'est que le mec avait acheté son esclave et après, il lui dit « Ok, maintenant, trouve un boulot et tu me donnes 50% de ce que tu gagnes. Et quand tu as gagné assez, je te donne ta liberté. » Donc, c'est assez drôle parce que l'esclavage a toujours existé, mais différentes cultures ont eu des pratiques très différentes de ce côté-là. Et en particulier, une des cultures les plus brutales, c'est aussi une des plus récentes, c'était les Américains, en fait, dans les plantations de coton, etc. Et c'était une des cultures qui ont été les plus brutaux avec leurs esclaves, en particulier pour des questions raciales, en fait, tu vois, où les gars, seulement, ils maltraitaient leurs esclaves plus que de besoin. ils coupaient facilement des mains, quoi. Ouais, et ils les maltraitaient largement plus que... Même économiquement, ça aurait été plus rationnel pour eux de traiter leurs esclaves moins dur. C'est ça que... T'as vu aussi l'article ou pas ? Je me souviens plus de l'idée, mais justement, qui a étudié qu'économiquement, en fait, de traiter les esclaves aussi mal, c'était une perte, quoi. S'ils avaient traité plus correctement, ils auraient fait plus de profit. Mais donc c'était juste une question d'idéologie. Exactement. En fait. Et ça, c'est aussi assez intéressant. C'est assez intéressant, effectivement. Et voilà notre petite... Donc c'est la minute histoire. Tu sais que sur iTunes, j'ai été voir, et les podcasts historiques, surtout en France, marchent très bien. Bon, aux États-Unis, on a aussi pas mal de podcasts historiques qui fonctionnent bien. Donc je me dis, si on rajoute des petits éléments d'histoire, en fait, il y a pas mal de trucs qui marchent, c'est l'histoire et la méditation. C'est ça. On va rajouter des petites parenthèses à droite à gauche, de façon à pouvoir booster un peu notre auditorat et à atteindre les 200 évaluations. Asseyez-vous confortablement. Fermez vos yeux lentement. Sur ce, on arrive à notre sujet du jour, comment passer de 0 à 2000 euros par mois. Paul, qu'est-ce qui a prompté ce sujet de podcast ? Il y a quelqu'un qui nous a contacté, je ne sais plus comment il nous a contacté, en nous disant, voilà, vous disiez dans un podcast précédent... Pigeon Voyageur, je crois. Vous étiez plutôt sécure au niveau en tant qu'entrepreneur, que vous saviez que vous pourriez générer des revenus suffisants pour vivre très rapidement. Et ouais, il dit concrètement, comment vous feriez, quoi. Et je pense que c'est un sujet de podcast intéressant. C'est une question aussi qui est rarement répondue. Et ce qui est assez intéressant, et on va le voir ensuite, c'est que c'est pas des idées révolutionnaires, des idées géniales. C'est des idées en ensemble plutôt modestes, voire médiocres, quoi. Mais c'est justement avec l'exécution que je pense qu'on peut quand même en dégager un revenu conséquent. Donc parlons du concept. Quelle est la situation de base dans laquelle on se trouve dans l'hypothèse ? C'est ça, fallait créer des petites règles un peu.
un petit scénario. Donc l'idée, c'est que t'apparais comme ça, t'apparais sur la terre, t'es tout nu, t'as aucune possession, t'as aucun contact, et t'as juste 2000 euros sur toi. Alors maintenant, j'y pense, je sais pas où ils sont tes 2000 euros du coup, on va dire ils sont dans tes mains. Il va falloir te méfier du coup, parce que si un mec qui se bat avec 2000 euros dans ses mains, c'est un peu dangereux. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu l'idée de base. Et aussi, t'as pas. Ce qu'on voulait éviter, c'est un truc où il fallait des compétences extraordinaires, quoi. C'est vraiment des compétences que peut-être pas tout le monde a, mais que la majorité des gens ont. Voilà, c'est un peu l'idée de départ. Donc, tu vois, que la première étape, ça va être que tu vas te faire arrêter par la police pour exhibitionnisme. C'est ça, je pense aussi. C'est un petit problème. On va dire que tu arrives à échapper à l'exhibitionnisme et à te choper des vêtements. Qu'est-ce que tu fais pour essayer de monter un business qui va pouvoir te générer 2000 euros de revenus par mois? Alors, la première idée, c'est une idée que j'ai fait, mais j'ai pas poussé jusqu'au bout. C'est en fait l'idée de monter des ordis. Donc déjà, on va vraiment partir de base. Comment t'arrives tout nu. Effectivement, il faut que tu trouves des vêtements, tu te débrouilles. Ensuite, tu prends justement avec mon business, il faut rester dans un pays plutôt développé. Là, en l'occurrence, j'étais en Angleterre, donc on va dire que je reste en Angleterre. Je prends une coloc en Angleterre parce que je peux pas me permettre de prendre un appart moi-même, ça fait moins 400 euros. Du coup, vu que mon métier, ça va être de monter des ordis, je me monte un petit ordi pour moi-même qui est un peu pourri, mais voilà, qui fait l'affaire pour moins 100 euros. Donc, il me reste 1500 euros à ce moment-là. Attends, ça te coûte que 100 euros de monter ton ordi? Ouais, un ordi pourri, il y a plein de gens, ils jettent si tu prends pas les pièces neuves, ouais, ça coûte que dalle. Ok. Mais c'est un ordi, par contre, c'est un ordi fixe, hein, c'est pas un ordi. Tu prends un vieil écran pourri, tout ça, tu peux vraiment en avoir pour pas cher. C'est pas un MacBook Pro, quoi. Non, c'est pas un MacBook Pro. Ok. Et en fait, l'idée de business central, c'est, et je l'avais fait un peu, donc du coup, je sais que ça marche, c'est que tu montes des ordis pour les gens, et en fait, tu te partages avec les gens la différence qu'ils auraient eu à payer s'ils avaient dû acheter l'ordi tout monté. Et typiquement, ça peut aller très vite. Hein. C'est parce que déjà, un ordi monté, il n'a pas forcément les composants les moins chers à tel moment. Donc, tu peux avoir une différence de 150 euros, toi. Pour un ordi qui a la même performance, entre un ordi que tu montes toi-même et un ordi que tu achètes tout fait, généralement, en moyenne, j'ai 150 euros. Donc, du coup, tu te partages ça et c'est bon. Monter un ordi, c'est typiquement le genre de truc où beaucoup de gens pensent que c'est compliqué alors que c'est vraiment très simple, quoi. C'est vraiment très simple, mais beaucoup de gens n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur que ce soit pas compatible et ainsi de suite. Du coup, t'achètes tes différents composants, tu les mets dans le truc et puis tu clips tout ensemble, quoi. Tu peux tout apprendre en 2-3 jours. 2-3 jours et ça te prend, pour monter un ordi, ça te prend 30 minutes. C'est pour ça que si on dit 75 euros par ordi, tu te fais bénéf, ça peut aller vite. La partie un peu difficile, c'est de trouver des clients. Ouais, parce que le problème, ça va être effectivement de trouver des clients, surtout qu'une fois que le mec a monté un ordi, il va pas en avoir besoin d'un autre avant 2-3 ans, quoi. Non, effectivement. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelques pistes. Déjà, il faut savoir que le bouche à oreille est très efficace à ce niveau-là. C'est parce que si les gens, tu leur permets de faire économiser une certaine somme, ils vont vite te recommander. Toi, c'est aussi très, c'est très personnel. Toi, c'est un service un peu atypique. Toi, c'est pas les gens peuvent vite promouvoir ton service auprès des autres. Il y a des sites en Angleterre, en France. En France, le plus connu, c'est Top Achat. Et en fait, il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent monter un ordi, mais qui sont pas trop sûrs. Et du coup, ils posent des questions. Ils posent des questions dans une sorte de chat. Et ce que tu peux faire à cet endroit-là, c'est justement vendre tes services. En tout cas, dire à la personne comment ça donner quelques conseils. Puis, si tu veux, je te monte ton ordi complètement pour ce prix-là. Et des personnes, ça peut rassurer. Donc ça, c'est une piste. Donc du coup, si tu faisais un bénéf de 75 euros par ordi, il faut que tu en montes combien dans le mois pour avoir ton CA 2000, on va voir. Hop, 2000 divisé par 75. 25, quoi. Exactement, ouais, 27. Ok. Donc il faut en gros trouver un client par jour. C'est ça, il faut trouver un client et par ça jour. Prend que 30 minutes de le monter, donc en gros, tu passes tout ton temps à générer du client. C'est ça, tu passes tout le temps à générer le client. Et je pense que c'est un truc, justement, si on veut coupler à autre chose, c'est créer peut-être un site, comment monter son ordi. Et ça peut aider aussi. L'autre problème qu'il ne faut pas ignorer, c'est le problème de la livraison. C'est-à-dire que, idéalement, tes 75 euros, ils sont totalement préservés si c'est quelqu'un de proche. Par contre, si c'est quelqu'un de loin, faire la livraison, ça peut rapidement te prendre 20-25 euros. La poste en Angleterre, de mémoire, c'est quand même moins cher qu'en France. Mais ça peut être conséquent, quoi. Je pense, par contre, une idée intéressante à ce niveau-là, c'est d'utiliser peut-être un service comme Blablacar, l'équivalent en Angleterre, où là, au lieu d'y aller, tu fais transporter ton ordi pour 5 euros, il fait la moitié du pays. Donc, il y a des pistes, et je pense que, pour le coup, c'est un peu plus original. Il n'y a pas besoin, en tant que travail, en tant que tel, de vraiment beaucoup travailler. Par contre, la partie plus compliquée, c'est de trouver des clients. Mais c'est là où, justement, avoir des connaissances marketing, ça peut aider. Ok. T'as un truc à rajouter là-dessus ? Non, c'est tout. Ok. Moi, je vais parler de ma première idée qui serait de faire une espèce d'agence marketing de niche. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences marketing, c'est un domaine très concurrentiel, mais la plupart des gens font absolument tout et s'adressent absolument à tout le monde. Et je connais pas mal de monde aux États-Unis qui ont monté des petites agences assez rentables assez rapidement en ayant un marché super précis. Et donc dans ce cas-là, je sais pas exactement quel marché faire, mais j'ai quelques idées de pistes à tester. Bon, par exemple, chirurgien esthétique, avocat, salle de sport,
concessionnaires automobiles, je sais pas si ça existe en France, les indépendants, mais s'ils existent, les kinés, les restaurants, tu vois. Donc tu choisis un marché très ciblé et tu dis, je deviens l'agence marketing des avocats. Tu seras le premier à le faire en France, je pense. Et tu vas parler à 20 avocats. Donc pour cette idée-là, c'est probablement mieux de rester en France. Donc effectivement, tu trouves une petite coloc en région parisienne ou dans la ville où t'es, et tu vas parler aux avocats et t'essayes de trouver si eux, ils ont un besoin là-dessus et de creuser un petit peu. Et t'essayes de voir si tu peux convaincre deux mecs de devenir client et de te filer 300 euros. Par contre, t'es pas le premier. Là je tombe sur 3 liens d'affilée où c'est tous des trucs marketing pour avocats. Ouais, 4, 5, il y en a moins. Je te dis qu'il faut. T'es pas le seul. Il faut travailler sur différents marchés. Tu vois, je te dis pas que sur les avocats, tu seras le premier. Mais à mon avis, en fait, les avocats, la raison pour laquelle j'en parle justement, parce que c'est devenu légal très récemment pour eux de faire du marketing et de la pub. C'était il y a 6 ou 8 mois, je crois. Et donc, du coup, le marché est pas très mature. Et la plupart des avocats n'auront pas encore de prestataires. Et tu peux probablement les démarcher, aller les voir, leur dire, écoute, je te fais ça pour 300 euros par mois ou un truc comme ça, tu vois. Et convaincre quelques mecs logiquement, ils ont de l'argent. Voilà, de prendre ton service. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant au niveau des avocats, notamment quand tu fais de l'affiliation, tout le monde le sait qu'un lead vers un avocat, ça vaut beaucoup d'argent, quoi. Et je pense que c'est pareil à ce niveau-là. L'aspect marketing, même si tu ramènes pas beaucoup de gens, chaque personne vaut beaucoup d'argent. Donc tu peux réclamer une grosse... Si tu leur apportes un ou deux mecs par mois, en fait, tu es rentable à 300 euros par mois, quoi, dans le service que tu leur prends. Donc, il n'y a pas besoin de les convaincre et de beaucoup de choses. À mon avis, tu peux faire des choses assez basiques pour eux, rien que faire le Google local, mettre les trucs Facebook en place, éventuellement mettre quelques campagnes de pub basiques ou un peu de référencement, ce genre de choses. Enfin, le référencement sur les avocats, ça va être chaud, mais selon le domaine que tu choisis, selon le marché que tu choisis, en général, ils sont au niveau zéro. Une présence, quoi. Ils sont au niveau zéro. Hein. Leur site, vraiment, tu vois, tu pourrais faire mieux en 1 heure sur WordPress que le site qu'ils ont. Enfin, tu vois, c'est pas très compliqué de leur apporter un peu de valeur, en avoir quelques-uns. Et après, une fois que tu as défini ton marché cible, bah, tu fais quoi? Tu fais un podcast où tu vas interviewer des avocats, tu fais le podcast des avocats, tu interviews les mecs sur leurs différentes méthodes, tu vois, tu fais des interviews, tu fais un site marketing pour avocats et tu renvoies les mecs vers ton site, tu vois, pour monter une espèce de petite autorité là-dessus. À mon avis, si t'es suffisamment bon en personne, si t'es suffisamment convaincant pour convaincre les gens de te donner, voilà, moi j'ai imaginé 300 euros par mois par client, tu vois, tu as une poignée de clients, tu as 6-7 personnes qui prennent ton service, ça prendra pas très longtemps à faire ce dont eux ils ont besoin et tu pourras leur apporter un peu de valeur, monter ta compétence dans ce domaine de niche et potentiellement ça peut être une bonne idée. Alors la grosse difficulté de ce côté-là, c'est vraiment de choisir le bon marché. Donc j'ai listé quelques idées, il y en a probablement d'autres, mais essentiellement choisir un marché qui a de l'argent, voilà, pas essayer de faire du marketing pour les boulangeries ou un truc comme ça où ils sont trop fragmentés, ils sont pas assez intéressés. Après, honnêtement, c'est un peu, c'est pas très bien, mais sauf si t'es un peu un arnaqueur en tout cas, parce que du coup, je pense que les boulangers, c'est facile de leur faire rêver en disant, vous êtes sur internet, les clients vont affluer, ça va être incroyable. Je pense qu'il y a... Enfin, c'est ce que je vois souvent, moi. En fait, non, je connais quelqu'un la vente de prestations. Je connais quelqu'un qui s'est frotté exactement à ça récemment et il s'est persuadé son boulanger, etc. C'est très difficile de les convaincre de payer là-dessus puisqu'ils y croient pas du tout. Ou alors ils ont payé il y a 10 ans un site, ils ont payé 5 000 euros pour un mec pour créer un site et en fait personne ne vient dessus parce qu'évidemment les mecs leur disent il suffit d'être présent et les gars viennent évidemment. T'as un site internet, ça suffit pas, quoi. Enfin, tu vois, personne ne va venir sur ton site. Et donc, du coup, parfois, ils ont eu des mauvaises expériences avec ça. Parce que moi, j'avais vu justement un documentaire là-dessus et c'est beaucoup des agences qui font un site WordPress en 2 heures et qui après mettent une liste hébergement, ainsi de suite. Hébergement, SEO, marketing, réseaux sociaux, tout un truc. Et après, ils facturent 5 000 euros alors que ça prend 2-3 heures de travail, quoi. Ouais. Mais justement, ce business model-là a cramé beaucoup de monde et beaucoup de gens ont eu des mauvaises expériences. Mais donc, je pense que si tu peux avoir un focus très précis sur un marché, tu peux gagner de la légitimité. Et je connais personne qui fait ça en France, mais je connais plusieurs personnes qui le font aux États-Unis, qui ont voilà, des marchés très précis comme ça et qui ont pas mal de succès avec ça. Donc, à mon avis, il y a moyen de le faire. Encore une fois, il faut être suffisamment bon en personne et pour faire de la vente et avoir quelques compétences de base en marketing sans avoir besoin d'être un ninja parce que eux ils sont voilà, pour leur apporter de la valeur t'as pas besoin d'être ultra bon sachant qu'eux ils y connaissent rien de chez rien du tout. Et une fois que tu auras construit la compétence sur le marché, sur le domaine,
tu peux vraiment devenir l'autorité sur ce créneau-là. Et comme tu l'as remarqué, apparemment, il y a des gens qui le font sur les avocats. Donc, a priori, tu vois, il y a déjà des gens qui vont exploiter cette idée-là sur les avocats, ce qui ne veut pas dire qu'il ne reste pas de place. À mon avis, tu peux peut-être toujours le faire, ou alors trouver un autre marché. Je pense par exemple aux salles de sport. Moi, je veux beaucoup de salles de sport qui ouvrent à Paris et qui ont des campagnes marketing assez agressives dans la rue avec des flyers, etc. Mais ces gars-là, je les vois jamais arriver sur mon Facebook, alors qu'ils pourraient faire un truc sur le quartier en local sur du Facebook et probablement faire rentrer des gens sur des essais gratuits, etc. assez facilement. Et ils le font pas parce que c'est pas leur culture. Non, je pense que non, ça se tient et je pense que c'est une très bonne idée. Parlons de ta deuxième idée. Alors, ma deuxième idée, c'est un peu l'opposé de la première, c'est-à-dire que c'est une idée pas originale du tout et qui dépend aussi beaucoup des heures de travail que tu mets. En l'occurrence, c'est commencer par faire de la traduction, puis ensuite faire une agence de traduction. Pour la traduction, vraiment, pour débuter, il faut se rendre faut mettre tes messages partout sur Upwork. Et mine de rien qu'avec le volume, tu finiras par avoir quelques clients, être excellent avec ces clients, accepter un salaire très très bas, parce qu'autrement, ils ne te choisiraient pas, tout simplement. Et mettre aussi beaucoup de temps. C'est-à-dire que même si tu gagnes que 3 € de l'heure, si tu travailles 10 heures par jour, pour le premier mois, par exemple, tu arriveras à dégager quand même tes 900 €. Et après, au fur et à mesure, une fois que tu as une base de clients, peut-être qu'aussi en parallèle, tu as lancé un site pour justement avoir. C'est pas vraiment pour récupérer des clients, c'est plus une vitrine en fait, pour paraître plus professionnel que la majorité. Donc là, comme je dois dire, la compétence qu'il faut avoir, justement, c'est bien comprendre l'anglais et aussi avoir une bonne orthographe en français. C'est ce qu'il faut. Mais pour le reste, après, c'est juste une question de travailler comme un gros porc, quoi. Et à mon avis, c'est beaucoup plus facile si tu as en plus une autre langue que l'anglais. Si tu parles espagnol ou turc ou allemand, c'est encore plus... C'est un truc un peu plus rare, c'est plus efficace encore. Ouais. Mais c'est vraiment un truc, voilà, si tu vas comme un gros bourrin, tu pourras dégager, je pense, tes 2000 € par mois au bout de 3 mois. Par contre, il faut vraiment, vraiment pas compter ses heures et il faut pas... Voilà. Mais je pense que c'est pour les gens qui sont un peu désespérés. Moi, si j'étais désespéré, en tout cas, c'est ça que je ferais. Probablement aussi, moi, j'ai déjà pensé à ça, j'ai déjà conseillé à des gens de le faire. Alors, ils le font jamais, évidemment, parce que quand tu donnes des conseils aux gens, ils les suivent pas, mais c'est le truc le plus accessible. Et effectivement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence sur ces plateformes-là. Et donc, du coup, dans les premières semaines ou dans les premiers mois, il va falloir accepter un salaire assez faible. Donc, il faut accepter ça. Mais à mon avis, effectivement, il y a tellement de demandes et tellement de volume que tu trouveras toujours de quoi faire. Après, moi, bizarrement, c'est pas désagréable pour le coup de traduire. Souvent, ce que je fais, j'écoute de la musique ou je mets un podcast ou peu importe. Et en fait, le temps passe plutôt bien, en fait. Donc, moi, c'est un truc, toi, je l'ai fait pendant peut-être 1 ou 2 mois, vraiment, je faisais que ça. Et j'ai presque une sorte de nostalgie, quoi. Et pendant que tu faisais que ça, tu gagnais combien d'argent ? Je gagnais 600 € par mois. Je travaillais pas 10 heures par jour non plus. Hein. Mais je pense que j'ai gagné 4 € de l'heure. C'était pas plus que 4-5 € de l'heure. Et c'était avant que tu te lances dans l'e-commerce ? Ouais, c'était clairement avant. Ouais, c'était quand j'étais encore en Angleterre, quand j'étais encore étudiant. Et pour le coup, j'avais un travail qui était un peu particulier. Je pourrais peut-être pas en parler, quoi. Bon, bah, c'est pas grave. C'est le travail qui payait le mieux, en fait, c'était traduire des sites porno. Tu traduisais genre les descriptions des vidéos, genre petite cochonne. L'anglais vers le français. Mais sauf que le truc qui était vachement plus douloureux, c'était que, en fait, je devais prendre des. Tu sais, le thumbnail, là, l'image pour la vidéo, bah, c'est moi qui devais prendre le screenshot, tu vois. Donc, du coup, il fallait que je prenne une vidéo et que je trouve le meilleur moment pour prendre un screenshot. Et le site, le thème du site, hein, quand même, c'était en gros les grosses femmes black. Quoi. Ok. Donc, et ça paye combien de l'heure, ça ? Ça payait peut-être 6-7 € de l'heure, donc j'étais pas très bien encore. Pour briser ton innocence pour toujours, ça t'a payé 7 € de l'heure ? J'en ai des traumatismes pendant un moment. Et en plus il m'avait donné une deadline. Enfin, moi, ce que je faisais sur Upwork, c'est à chaque fois, c'est que je disais, ouais, ça, je peux le faire en 3 jours, ça. Et j'ai trouvé ça a l'air de merde, et je disais, toi, je surestimais largement. Et du coup, là, j'avais dit, je pouvais faire une semaine, et j'ai passé peut-être 60-70 heures, quoi. Et donc, du coup, toutes les journées, je faisais ça. Ce qui est pas très bon pour le cerveau. Et du coup, voilà, vous trouverez toujours. Putain, ouais, j'imagine. Oula. Donc, vous trouverez toujours si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut. C'est ça. Ah, je savais pas ça sur toi, Paul. J'ai découvert quelque chose aujourd'hui. Je me sens plus proche de toi maintenant. Pas trop proche non plus. Bah justement, ma deuxième idée, moi, c'est de faire un site porno. Je plaisante. Alors, non, juste avant de pas. Si on peut en parler sérieusement, mais du coup, le mec qui m'a embauché pour ça, c'était un Canadien. Et en fait, c'était la fin de la période où tu pouvais lancer ton site porno indépendant, tu vois, un peu artisanal, un peu maison. Et en fait, ce qui s'est passé dans la période après, c'est rapidement, maintenant, c'est des Indiens qui font ça, mais en mode, tu vois, ils sortent 35-40 sites porno. Chaque Indien, il en fait peut-être un par heure, quoi. C'est une usine. Et l'idée, en fait, le business model, parce que c'est quand même intéressant, c'est que tu crées des trucs un peu de niche. Donc là, c'était les grosses femmes black.
des trucs amateurs, parce que voilà, il y a des personnes qui sont vraiment très très qui veulent vraiment que cette niche, et ensuite t'offrent du contenu supplémentaire si tu payes. Et du coup, ça marchait bien. Mais du coup, c'est un abonnement premium, c'est C'est ça? un abonnement premium pour avoir justement encore plus de grosses femmes black. Mais tu connais, t'as une idée du taux de conversion des mecs ou du volume qu'ils ont ou de combien de sites il faut avoir? Tu vois, c'est plutôt un site de niche où il faut avoir un portfolio de 50 sites ou tu as une idée de ça? Alors lui, il gagnait 10 000 € par mois, ce qui me faisait 10 000 $ en l'occurrence, mais ce qui me faisait totalement rêver avec son site. Avec un site? Avec un seul site, ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire. Comment tu connaissais son revenu? Il te l'avait dit? Il me l'a dit, ouais. Ouais, mais pris un peu de temps. Je te paye 7 € par heure, mais. Je comptais lancer mes propres sites et tout. Moi, j'étais assez. Mais le truc, c'est que je voulais totalement tanker son site, en fait, parce qu'il n'a pas réfléchi niveau SEO. Mais du coup, tu avais un double site, toi, français-anglais. Il l'a mal programmé. Du coup, ça a totalement. Dans les rankings, ça s'est cassé la gueule. Donc, toi, finalement, j'étais en traduisant, ça lui a fait un peu perdre ses revenus. Et donc, au début, c'était vachement motivé. Ouais, une fois que tu auras fini le travail, je te montrerai tout. Et puis, vu que ça a commencé à moins bien fonctionner, je pense qu'il devait un peu m'en vouloir. Alors, je sais pas, hein, mais il devait peut-être un peu m'en vouloir comme ça, il était pas dans une bonne humeur. Et du coup, il m'a jamais montré comment faire des sites porno. Et j'ai pas été suffisamment intelligent, en tout cas, pour vraiment comprendre comment on faisait. Ça aurait pu être un podcast complètement différent, ce nomade digital. T'imagines, un embranchement dans la route. Paul qui fait des sites porno, moi qui fais de la séduction. Ça aurait été encore un truc différent. Ok, je voudrais combiner ça. Enfin, en tout cas, sur ce que tu dis, c'est intéressant parce que je pense que si tu fais de la traduction au départ, tu vas être vraiment au bas de l'échelle et gagner 3 €, 4 € par heure, etc. Mais je pense que là où ça peut être intéressant si tu veux monter en gamme là-dessus, c'est de te spécialiser sur un domaine particulier, un domaine soit technique, soit un marché précis, où la traduction, c'est pas évident. Donc, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui gagnent très bien un revenu. Je viens de me rappeler un truc. Et c'est à quel point j'étais désespéré pour l'argent, c'est que la deuxième partie, j'avais réussi à renégocier à 6-7 € de l'heure, quoi. Mais la première partie, c'est là où j'avais totalement sous-estimé. Et au final, en fait, j'avais dit un prix. Et ça m'avait pris. C'était un chiffre assez simple. Il m'avait payé 60 $. J'avais travaillé 60 heures dessus, quoi. Et du coup, je me rappelle, j'ai un truc que j'ai oublié, c'est que c'était la semaine où j'étais censé réviser mes examens. Donc, c'était juste après. Et du coup, j'ai totalement foiré mes examens pour gagner 60 $ pour travailler à site porno. Ce qui est un peu triste quand il pense, quoi. Ouais. Donc justement, ouais, à mon avis, dès que tu peux être spécialisé sur un truc, tu peux monter tes prix en termes de traduction parce que tu peux leur donner un truc de meilleure qualité. En particulier, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent pas mal d'argent en traduisant des manuels techniques parce qu'en fait, les manuels techniques, le mec à Madagascar, il peut pas le faire, quoi. Et pour le coup, pour les sites porno, je pense qu'il y a un truc à faire parce que si justement, à mon avis, tu peux très simplement. Parce qu'en fait, le vocabulaire est pas très développé, quoi. Tu reviens toujours sur même 150 mots, tu vois. Donc je pense qu'il y a moyen de créer même un truc Excel à la con où automatiquement ça te traduit tout. J'ai pensé, en fait, j'ai jamais fait au final, j'ai un peu essayé, mais je pense que c'est jouable. Mais tu penses pas que les gars maintenant le font eux-mêmes ou ils ont des systèmes déjà? Peut-être qu'il y a. Maintenant, de toute façon, maintenant avec les Indiens, de toute façon, je pense que c'est fini. Mais les Indiens, ils sortent des sites en français aussi? Je pense que les Malgaches doivent faire des sites en français. Je pense une fois que le système est en place. C'est des usines à gaz, le truc. C'est monstrueux, la quantité qui sortent. Tu veux dire, ils ont tué l'industrie du porno indépendant, le petit artisan qui faisait des sites dans son garage, c'est fini? Le petit propriétaire du site. Ouais, c'est ça. Le petit commerce a été tué par la grande entreprise malgache. C'est quand même quelque chose. Exactement ça, quoi. Et dis donc. Et ça, personne n'en parle, toi. Ça m'énerve. Personne. Aux infos, on va pas parler. J'ai regardé le jour du journal de 13h, pas un seul mot sur l'industrie du porno, quoi. Complètement passé à la trappe. Alors que c'est le truc, ça consomme genre 60% du trafic web, quoi. Je pense qu'il y a un complot. Ouais, après, ça tient qu'à moi. Moi, je suis pas d'accord. On continue. Alors continuons sur moi. Du coup, on a présenté 2 idées chacun. Ma deuxième idée, c'est de faire du marketing de contenu pour les vendeurs de logiciels. Donc là, on est sur un spin-off un peu de mon idée précédente, mais c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que en France, il y a beaucoup de gars qui font des startups dans le domaine du software as a service, ce type de choses. Et parfois, ils ont une branche de content marketing où ils vont créer des articles, et parfois, ils en ont pas. Et bien souvent, ils essayent d'en faire une où ils se penchent là-dessus, essayent d'écrire des articles. Le truc, c'est que dédier un mec entier à faire des articles, tu vois, t'as pas toujours l'envie de payer un mec un salaire à plein temps juste pour écrire des articles sur ton blog ou ce genre de choses. Mais c'est beaucoup de gens qui connaissent un peu la valeur de ce truc-là et qui ont un intérêt là-dessus. Et en fait, à mon avis, si tu ciblais les top SaaS en France, tu vois, les 150 premières entreprises, et que tu allais sur leur site, que tu trouvais grâce à LinkedIn le nom de leur fondateur ou du directeur marketing,
que tu trouves avec Email Hunter ou Voilà Norbert, différents trucs. Tu trouves leur email, tu leur envoies un email, tu emails 150 personnes. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont te répondre pour voir ce que tu proposes. Et dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu as écrit à l'avance des articles tests. Donc, tu as écrit des trucs super bien foutus, super recherchés. Tu passes 5-6 heures sur un article que tu fais Ce sur... serait quoi, par exemple, comme article? Bah, par exemple, tu vois, l'autre jour, j'ai été contacté par un gars qui fait du marketing de contenu pour une boîte de personnalisation. Donc, c'est du type comment utiliser voilà, la personnalisation sur votre site pour augmenter vos ventes. Tu vois, et tu fais une étude sur voilà, comment est-ce que Carrefour gère les différents types de pages, comment est-ce qu'ils personnalisent différentes pages, tu vois, pour les grandes entreprises, en disant que derrière, tu vas aller contacter la boîte qui vend une solution enterprise de personnalisation, mais qui ont des besoins derrière d'éducation, tu vois, parce que personne ne sait exactement à quoi ça ressemble, ce type de truc. Donc, si par exemple, tu as un gars, tu vas voir, ils ont des logiciels de... Mais du coup, après, tu vends les articles directement, tu fais pas sur ton propre site, puis ensuite créer des leads. C'est ça, et c'est ça, Ok. t'as créé tes articles sur ton propre site, mais après, l'idée, c'est que tu vas aller voir ces mecs-là et leur dis, écoute, t'as un blog sur ton site, mais personne ne le remplit parce que quand le fondateur a du temps, il le fait, mais son dernier article, il date d'il y a 6 mois. Donc, tu vois clairement que les mecs ont vu la valeur du truc, mais ils l'écrivent pas. Et donc, tu lui dis, écoute, moi, je vais te faire un article de haute qualité chaque semaine, donc un article de 1500 mots chaque semaine, je vais y passer du temps, tu me payes 150 € par article. Donc pour eux, tu vois, 150 €, si les gars ils sont funded ou parfois ils ont des équipes de 40-50 personnes, hein, il y a plein de boîtes comme ça en France, il y en a des centaines. Et encore une fois, sur ces business models, les mecs, ils payent, ils ont des budgets de 100, 120, 200 € par prospect. Donc, si tu leur fais un article par semaine et que eux, ils ont la vision globale que ouais, ça nous rapportera des prospects, tu vois, sur le long terme, ça nous casse pas la baraque. Ce qui serait important, c'est de prouver que tu es fiable et que tu vas faire de la qualité de façon constante, parce que pour eux, c'est le gros problème. Ils pourraient facilement engager un freelance, mais le truc, c'est qu'ils pourraient pas gérer sa qualité et ça leur demanderait du temps, etc. Tu leur fais un système un peu sur les rails et ça peut cartonner. Et à mon avis, tu mets les mecs à 150 € par article sur une formule de un article par semaine. Tu as besoin de 4 clients et tu fais tes 2000 € par mois. Et ça, je suis convaincu que ça pourrait marcher. Et en fait, il y a un gars qui fait ça aux US aussi, voilà, qui a un business un peu comme ça, pas tout à fait le même, mais tu vois, dans ces mêmes idées, où en gros, il va avoir ces entreprises-là qui comprennent la valeur du marketing de contenu et il leur fait un deal. Et ça, moi, je suis convaincu que ça marcherait parce que les articles vraiment recherchés, où tu as été voir des études de cas, tu as été voir des articles, etc., ça, il y en a très peu. Et voilà, eux, ils n'auront pas le temps de le faire. Ils peuvent pas facilement trouver un freelance qui le fera, qui comprend les enjeux marketing, etc. Si vous écoutez ce podcast, vous comprenez les enjeux marketing. Et sur le long terme, tu as vraiment moyen de monter un business là-dessus en faisant quoi ? En reprenant leur newsletter, en faisant un podcast pour eux, en écrivant leurs articles, tu vois, en mettant des pop-ups sur leur site pour capturer plus de prospects. Tu vois, tu peux... La newsletter, je pense que c'est un gros truc, la newsletter aussi, parce que je connais beaucoup de gens, en tout cas, ils auraient juste besoin d'une personne qui s'occupe de faire la newsletter, quoi. Parce que c'est un truc un peu chiant à faire. À commencer par nous, quoi, le podcast Nomade Digital, Tout à la fait, newsletter, on est un peu dans les choux. On est dans les choux. Ouais. Ouais, la newsletter, c'est aussi une idée de business qui peut être intéressante. Tu as un truc où tu fais un forfait mensuel pour les gars, tu lui dis je m'occupe de votre newsletter. Et là-dessus, à mon avis, tu peux apporter beaucoup de valeur. Et à mon avis, le secret, c'est un peu pareil que ma première idée, c'est de choisir le bon marché. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens vont essayer de faire un truc comme ça, et ensuite vont essayer de cibler genre les blogueurs ou les trucs qu'ils connaissent, tu vois, ou genre le petit commerce, en fait. Etc. Ouais, le truc visible, et ils pensent pas aller là où il y a vraiment de l'argent, et là où il y a vraiment du besoin. Beaucoup d'argent, quoi. Ouais, les trucs de ça, c'est marrant. Moi, je me renseigne pas mal parce que je suis en train de lancer une boîte dans le domaine du logiciel. C'est assez classique de payer 120 € pour obtenir un prospect. Parce que du coup, bah, en quelques mois, tu as récupéré ta valeur par prospect, quoi. Mais quand tu payes 120 € par prospect, ça me paraît pas absurde que ton article puisse m'apporter 2 prospects, quoi. Surtout si tu écris des articles de haute qualité dans un domaine très précis, tu vois. Ça sera pas écrire des articles genre comment créer un blog et ramener du trafic. C'est un truc très précis. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de la personnalisation, mais tu peux imaginer un truc où tu fais des articles assez pointus sur le split testing. Tu as trouvé une boîte qui a un logiciel, tu vois, pour les grandes entreprises
entreprises pour faire leur intranet, et ben tu t'écris des articles, tu vas voir leurs clients et t'écris des articles sur comment leurs clients utilisent l'intranet, ou t'écris des articles sur les études de productivité ou je sais pas quoi, tu as des trucs assez pointus sur un domaine qui intéresse pas beaucoup de monde, mais qui intéresse un marché très précis, qui a de la grosse valeur. Il n'y a pas beaucoup de blogs qui parlent de ces sujets-là, parce que les blogs, là, généralement, essaient d'avoir un gros trafic et de faire un truc plus mainstream, et aussi parce qu'ils savent pas le monétiser. Mais voilà, là-dessus, il y a des besoins. Moi, je suis convaincu que le fondateur de la startup, il comprend exactement ce que ça va lui apporter, juste qu'il n'a pas le temps de le faire et que pour lui, c'est pas une priorité. Et si tu lui fais un truc où c'est facile, il a confiance en toi, il te donne le truc, c'est sur les rails, à mon avis, c'est une vente qui est pas si compliquée que ça à faire et qui peut faire du CA récurrent. Non, je suis persuadé que je pense, à mon avis, c'est la meilleure idée. Sur les 4, je pense que c'est la meilleure. Pour arriver à 2 millions par mois. Ouais, c'est peut-être ça. Surtout que ça va être un meilleur salaire horaire que la traduction, par exemple, qui est une bonne idée, mais où tu joues vraiment dans un domaine très concurrentiel. Là, tu vas jouer dans un domaine qui est assez peu concurrentiel. Et puis, les agences qui te font ça, elles vont être sur une gamme de prix complètement différente, quoi. C'est pour commencer à bosser avec eux. Et il faut vraiment des packages parce que leur business model, ils ont des bureaux, ils ont beaucoup d'employés. Leur business model leur demande de facturer beaucoup par client. Ils peuvent pas te facturer 150 € l'article, 600 € par semaine, quoi. Là-dessus, on n'a pas de résumé de l'épisode parce que clairement, on a donné différentes idées. En revanche, Paul, tu as une anecdote pour nous ? Ouais, j'ai une anecdote. Pour le coup, c'était peut-être le passage le plus traumatique de ma vie. C'est pour remettre un peu en contexte, c'était aux Philippines et j'étais dans un hôtel. Et en fait, j'étais au rez-de-chaussée. Et tous les matins, je me réveillais, j'allais dans la salle de bain, il y avait 1 ou 2 cafards. Bon, c'est pas la fin du monde, toi, je l'ai tué et puis je l'ai nettoyé à la douche. C'était pas très grave. Il y a un truc, alors je sais pas si c'est vrai ou c'est juste du hasard, mais en fait, j'ai l'impression que quand tu laisses allumer la salle de bain, les cafards viennent pas. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi la question d'eau, mais j'ai l'impression que c'est vrai. Bah, moi, du coup, une fois, j'ai oublié de la laisser allumer. Donc, c'est éteint, donc je me lève le matin, j'ai jusqu'à la salle de bain, j'ouvre le truc, c'est rempli de cafards. Il y en a une vingtaine. C'est une petite salle de bain, quoi. Et c'est pas des petits cafards, quoi. C'est des cafards, ils poussent la fonte, ils mangent leur dose de protéines quotidiennes. Ouais, ils font 5 cm de long, ouais, les cafards à l'asiatique. Ouais. Et en plus, qu'ils volent. Toi, c'est vraiment, ils ont un panoplie, quoi. C'est vrai. Toi, si tu devais avoir des cafards super-héros, ce serait. Et du coup. Mais les cafards, c'est ça. Hein, s'il y a une guerre nucléaire, c'est les cafards qui vont survivre. On va en parler justement. C'est l'espèce la plus résistante. Hein. Tu peux les foutre au micro-ondes et ils survivent. On va en parler justement. Du coup, j'ai eu une petite expérience avec les cafards, mais pas grand-chose. Tu vois. Et là, ça me fait chier. Là, je dis, putain, toi, je payais quand même peut-être $40 la nuit, ce qui est conséquent aux Philippines. Et là, c'est un peu n'importe quoi. Donc, je vais à la réception. Et je dis, est-ce que vous pouvez amener quelqu'un pour s'occuper de ça? Donc j'attends dans la chambre. Du coup, je peux même pas aller pisser, ce qui est un peu chiant. Et parce que là, vraiment. Enfin, c'était recours. Et quand t'as allumé la lumière et quand t'es venu dans la salle de bain, ils se sont pas enfuis, ils sont restés en mode on est posé, on est chez nous. Ils bougent pas du tout, ils restaient immobiles, quoi. Du coup, elle finit par arriver. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'elle a amené elle maximum 18 ans, quoi. Et elle avait l'air d'avoir très très peur. Alors, c'est un truc qui m'a surpris quand je suis aux Philippines. Je pensais, tu vois, que les filles là-bas, les femmes là-bas, même toi, c'était des bonhommes, tu sais, éprouvés par la vie, toi, pas peur des cafards, il y en a partout. Ouais. Mais elles sont toutes totalement flippées par les cafards, quoi. Et du coup, elle, c'était pas une exception. Et donc je la vois, tu sais, elle a peur, elle s'avance un peu. Tu vois, elle a sa bonbonne à gaz, là. Je dis, bon, c'est bon être un homme, là, j'y vais, je m'en occupe, c'est bon. Donc je rentre dans la salle de bain. Alors, première chose qui m'a mis un peu le doute, c'est qu'elle ferme derrière moi. Je pensais avec l'idée pour que les cafards s'enfuient pas. Elle a verrouillé la porte, elle l'a barrée, je me suis senti un peu abandonné, tu vois. Mais jusque-là, j'étais encore assez confiant parce que même s'ils avaient une supériorité numérique évidente, toi, je pèse 65 kilos, j'étais un peu plus lourd qu'eux. J'avais le truc à gaz. Que je pensais serait efficace, et là on va voir que ça l'était pas. Je me dis voilà, je vais leur pipite la gueule un par un, et ils vont mourir, j'aurai gagné, voilà, ça sera fini. Donc je me suis mis à l'action, je commence à pipite un premier, et ce qui s'est passé en fait, c'est que le truc, ça n'a pas assommé du tout, il a commencé à voler, quoi. Et mon réflexe, ça a été d'inonder encore plus la pièce du truc. Et sauf qu'ils se sont mis tous à voler, et en fait, ça les a juste énervés, quoi. Et du coup, tu te retrouves dans une petite pièce de 3 mètres carrés avec 20 cafards qui volent autour de toi, qui te rentrent dedans constamment. Et mon premier réflexe, c'était de continuer à appuyer sur le truc jusqu'à ce que je me rende compte qu'à mon avis, j'allais max fixer plus vite que les cafards. Donc j'aurais perdu, quoi. Donc là, ça me fait pleurer, j'ai du mal à respirer. Je songe à sortir, ce qui aurait été le truc le plus ridicule possible. Ouais. J'imagine les mecs qui se barrent, qui sont dans la salle de bain, vaincus par les cafards. En pleurant. Du coup, ouais, au moment, ça commençait à m'énerver. Toi, à la base, j'avais rien contre les cafards en particulier. Toi, c'était pas personnel. Juste, c'est des trucs dégoûtants, fait que je les vire. Mais maintenant, toi, j'ai l'impression qu'ils se foutaient un peu de ma gueule.
Du coup, j'ai pris la tongue qui était par terre, c'est dans les salles de bain d'hôtel. Et là, j'ai commencé à les enchaîner un par un. Donc, du plat parce qu'ils volent pas très vite, par contre, c'est l'avantage. Du plat, ça l'assomme, il tombe par terre et après, du tranchant, je lui casse la tête, quoi. Et donc, je fais ça et ça dure longtemps parce qu'il y en a une vingtaine. Et voilà, après ça, j'ai donc quand même fini victorieux. Et je suis ressorti dans la salle de bain. Par contre, j'ai laissé nettoyer pour le coup. Ça a été assez traumatisant. En même temps, au final, ça a quand même été un succès, tu vois. Je pense que, tu sais, il y a plusieurs rites de passage à l'âge adulte, tu vois. Tu peux dire quand t'as 18 ans, quand t'as ton bac, quand tu perds ta virginité. Traduire des sites porno, c'est ça. tuer des cafards. Et je pense que tuer 20 cafards dans une petite salle de bain alors qu'ils volent, je pense que c'est ce qui m'a rendu adulte. T'es devenu un homme ce jour-là. C'est ça, Le lendemain, t'avais une putain de barbe qui avait poussé, c'était un truc de viking. C'est ça. Mon fils, tu es devenu un homme. Ce que j'ai remarqué sur les cafards, alors apparemment c'était pas le cas avec les tiens, mais c'est qu'ils ont un truc évolutionnaire assez intéressant, c'est que les cafards ont peur de la lumière. Donc ils ont pas peur, mais ils se cachent de la lumière. En gros, quand tu allumes la lumière quelque part, ils vont se planquer dans l'endroit où il y a de l'ombre parce qu'ils savent que tu vas pas les trouver. Et ils le comprennent, ils le savent intuitivement. J'imagine que les cafards qui n'ont pas eu cette... Ah oui, par contre, pour le coup, ils se tenaient un peu à l'ombre parce qu'ils étaient sous les toilettes, tu vois, ils ont quand même un peu caché, quoi. Et parce que moi, j'avais des trucs dans ma salle de bain, tu vois, il y avait un cafard qui est au milieu, t'aimes la lumière, et il va se planquer pile dans l'endroit où tu peux pas le voir, quoi. Genre, au départ, je me suis dit, putain, les cafards, ils sont vraiment très intelligents, ils savent exactement comment se planquer des êtres humains. Et ensuite, j'ai réalisé qu'en fait, ils évitaient juste la lumière, parce que je pense que les cafards ils ont appris sur les dernières générations de cafards, ils ont été sélectionnés par le darwinisme, quoi, pour éviter la lumière dans les endroits, parce que comme ça, ils se planquent. Mais les cafards, c'est quand même la créature la plus immonde qui peut exister, quoi. C'est hallucinant à quel point c'est dégueulasse. Moi, surtout quand le problème, c'est quand tu les tues. Quand ils sont vraiment gros et que tu vois les détails. Ouais, quand tu les tues, en plus, ça explose de partout, c'est assez immonde. C'est pour ça que j'ai pas nettoyé. C'est que du coup, t'avais 20 cadavres de cafards avec les sortes de jus de cafard un peu partout. La salle de bain était totalement massacrée, quoi. Et en plus, quand tu les tues, si c'est des femelles, tous les œufs se sont répartis par terre. Donc après, ils peuvent éclore maintenant les œufs que t'as claqués par terre, quoi. Après, si tu nettoies, quoi. Mais effectivement, si t'écrases un cafard et que c'est une femelle, les œufs peuvent ensuite survivre. Enfin, c'est un animal un des plus robustes au monde, hein. C'est incroyable l'adaptabilité du cafard un peu dans tous les pays. Le premier que je l'avais trouvé dans mon lavabo et j'avais essayé de le tuer à l'eau chaude. Tu sais, il était pile dans le truc et le truc, c'est hallucinant. Tu laisses l'eau chaude tourner, elle est brûlante. Tu la laisses tourner pendant 30 minutes, tu stoppes et t'as le mec qui bouge encore. Ils s'en foutent. C'est quoi ce bordel? Les cafards, ils sont incroyablement résistants. Et vraiment, il me semble qu'ils peuvent survivre aux radiations et tout. Genre à Tchernobyl, quand il y a eu les trucs, il y a juste les cafards qui ont survécu, quoi. Ils sont devenus les rois du monde parce que tous les autres animaux se sont fait irradier et tout. Et les cafards, ils sont incroyablement résistants à tous ces trucs-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas à les éradiquer. Hein. Donc voilà, il y a quand même une leçon à tirer. Il y a une leçon à tirer, c'est laisser la lumière allumée dans la salle de bain. C'est pas très écolo, mais en même temps, tuer 20 cafards, c'est pas très écolo non plus. Voilà. Ni, à mon avis, respirer le produit chimique philippin. C'est ça, si je meurs dans 3 ans, bizarrement, vous saurez c'est quoi. Ça doit être quelque chose comme ça. J'ai envie de faire un appel à l'action un peu différent d'habitude. J'ai envie de demander aux gens, est-ce que vous qui avez vécu en Asie, vous avez des histoires de cafards ou des histoires d'insectes un peu étranges? La semaine dernière, on a parlé de mon scorpion. Cette fois-ci, on a parlé des cafards de Paul. Si vous avez des histoires un peu dans ce type-là, n'hésitez pas à vous rendre sur le site nomaddigitalpodcast.com et à nous laisser un petit message vocal pour nous raconter votre histoire. On serait curieux de la voir et on pourra sans doute le passer dans un épisode suivant pour avoir un peu les différentes histoires un peu dégueu de fin de podcast avec des cafards qui vous font un peu frissonner comme ça quand vous nous écoutez. Sur ce, on arrive sur la section lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes? Pour le coup, c'est un truc original et je suis tombé dessus, je sais pas quand je suis tombé dessus en plus, je m'en souviens plus. Et je l'ai même pas lu dans un article Medium ou pas, c'est vraiment un truc qui m'est propre. C'est en fait le matin, peu après vous êtes réveillé, faire genre 2-3 équations à double inconnu. Le gros avantage, c'est que c'est des trucs, vous êtes sûr de réussir voilà. Si vous savez pas comment faire, vous apprenez dans 20 minutes, hein, c'est vraiment très simple. Vous êtes sûr de réussir, mais ça force quand même à réfléchir. Toi, ça lance un peu le cerveau. Donc ça lance le cerveau et ensuite vous avez le premier succès de la journée. Et du coup, je trouve que ça aide bien pour bien commencer la journée, justement. C'est vrai que dans ma vie, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, en gros, ça te donne un petit win, quoi. C'est un petit élément dynamique où tu commences avec un truc où tu te sens un peu intelligent et tout. C'est ça, ouais. Et tu fais ça tous les matins? Tu en fais combien? Je le fais pas tous les matins, mais généralement, maintenant, j'ai commencé à faire la majorité des matins. Et ouais, typiquement, j'en fais 3. Tu fais 3 équations à double inconnu, ça te prend 5 minutes, hein, même pas. Donc, ça prend très peu de temps. Et ouais, ça réveille le cerveau et ça donne un petit boost, j'imagine un petit boost de confiance. Moi, j'ai aussi un truc qui est absolument révolutionnaire. Tu vas pas y croire, t'as jamais entendu ça dans ta vie. C'est que j'ai rapidement mentionné la semaine dernière que je suis en train de tester un nouveau système pour organiser mes journées que j'ai un peu créé moi-même et qui est basé sur 2 éléments principaux.
Le premier, c'est faire des pomodoro. Et le deuxième, c'est préparer ta journée la veille au soir. Ouais, j'imagine que c'est révolutionnaire, t'as jamais entendu ça dans ta vie. Non, c'est nouveau. Ouais, C'est novateur. c'est incroyable. Hein. Tu devrais écrire un livre. Ouais. Donc du coup, les pomodoro, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est cette méthode où vous mettez un timer, vous travaillez pendant 25 minutes, après vous faites une pause de 5 minutes, donc ça permet d'avoir une durée comme ça de 25 minutes pour faire une tâche. Et je vais te dire pourquoi est-ce que... Moi, j'ai jamais aimé les pomodoro. J'ai toujours trouvé ça vachement chiant parce que ça t'interrompait au bout de 25 minutes quand t'étais dans le flow. Mais aujourd'hui, j'utilise ça parce que ça me permet de mieux... d'être plus réaliste dans ma planification de ma journée. C'est-à-dire qu'avant, je faisais une to-do list, tout ce que j'avais envie de faire, mais je sous-estimais largement le temps qu'allait prendre chaque tâche. Et du coup, j'avais une to-do list avec 10 tâches, mais si j'avais voulu faire ces 10 tâches, il aurait fallu que je bosse 13 heures dans la journée, quoi. Donc c'était souvent infaisable. Et du coup, je finissais toujours ma journée avec une to-do list qui n'était pas terminée. Et dans la pratique, voilà, j'étais productif, mais je me sentais toujours un peu nul et je me dis, je pourrais toujours faire plus. Et aujourd'hui, je me suis mis à planifier ma journée en termes de pomodoro. Donc réfléchir combien de pomodoro je peux faire et combien de pomodoro prend chaque tâche. Donc chaque tâche est bien définie comme ça. Du coup, j'ai une to-do list qui est vachement plus réaliste. J'ai vachement plus l'impression de faire des progrès dans mes tâches. Et du coup, ce que ça a fait principalement, c'est que ça a augmenté le soir ma satisfaction avec ce que j'avais fait. Ça a augmenté ma capacité vraiment à gérer mes tâches dans la semaine, par exemple. Donc si je fais X pomodoro par jour, en ce moment, j'en fais 12 par jour. Donc, ça me fait, sur ma semaine, 72 pomodoro que je peux faire. Et donc, du coup, je ne fais pas des projets qui vont prendre 120 pomodoro, quoi. Tu vois, c'est une façon plus facile pour moi de quantifier ce que je peux faire de façon raisonnable. Et par ailleurs, le fait de faire des pauses régulières toutes les 25 minutes, c'est vrai que ça te permet d'être moins crevé à la fin de la journée. Donc, au lieu à la fin de la journée de... Et c'est une utilisation intéressante parce que c'est exactement l'opposé de moi. Quand j'avais parlé dans un des premiers podcasts du Pomodoro, je disais justement le but, c'était chaque journée d'essayer d'en faire un de plus. En tout cas, cette progression, et toi, au contraire, ça te permet justement de dire si j'ai fait mes 12 dans la journée, je peux être satisfait, le reste, c'est du bonus. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi, de me dire, voilà, travailler sur est-ce qu'on peut mettre en place des choses comme ça. Et par ailleurs, il me semble que c'est aussi, ça m'a aidé à mieux prioriser les choses. Parce que par exemple, quand avant tu fais une liste de 10 tâches, mais que tu n'en fais que 6, tu vas avoir tendance à faire les 6 tâches les plus attractives sur le moment. Et tu t'aperçois que les tâches qui restent, comme par hasard, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les tâches un peu chiantes, tu vois, que tu as à faire. C'est donc, ça. récemment, Au bout de 3 semaines, elles sont toujours là, quoi. c'est ça. J'ai un truc tout con récemment, c'est que je suis en train de refaire un peu mon système de vidéo YouTube. Et donc, j'ai enregistré différentes vidéos que je veux faire. Mais il me manque le truc, tu sais, où on voit le logo de mon site ou ce truc comme ça. Donc, il faut que j'aille en gros sur Fiverr et que j'engage un mec pour faire le logo du site. Tu vois, un truc, ça va me coûter 10 $ et ça va me prendre 30 minutes à trouver le mec. Mais je l'ai repoussé pendant plusieurs jours parce que ça me faisait chier. Mais aujourd'hui, je me suis dit, ok, mes 12 pomodoro, et bien, il y a un pomodoro entier que je vais dédier à aller sur Fiverr, à trouver un mec, à lui filer mes 15 $ et à lui faire un brief. Et puis voilà, ça sera fait, tu vois, une bonne fois pour toutes. Mais c'était un truc un peu chiant, tu vois, c'est pas ma passion dans la vie de faire ça. Et donc, du coup, j'avais tendance à le repousser parce que, comme ma to-do list était tellement longue, j'avais le luxe de choisir. Mais aujourd'hui, comme j'ai une to-do list qui contient 12 pomodoro, bah, je suis obligé de le faire. Et je pense que ça va me permettre de corriger aussi un peu ce travers que je peux avoir parfois à repousser des choses qui sont pas dures à faire, mais juste qui me font chier et que j'ai pas envie de faire. Et j'ai toujours quelque chose de plus urgent à faire. Non, parce que moi, j'ai une liste pour ça sur... du coup, sur mon truc de to-list, j'ai une liste pour ça, c'est des trucs à faire, même si t'as pas envie, c'est écrit. Donc j'ai aussi ce problème-là, et du coup, j'essaie... Mais du coup, à quel moment est-ce que tu attaques cette liste ? Le matin, parce que j'ai plus de volonté, en fait. Le soir, c'est laisse tomber, il n'y a rien à faire. Mais en fait, souvent, le matin, je me dis, ouais, il faut que je fasse un truc créatif, etc., que je fasse vraiment avancer le business, pas faire un truc à la con, aller sur Fiverr, tu vois. Donc je suis un peu dans ce piège-là. Et donc, toi, est-ce que tu considères... Est-ce que tu es plus créatif le matin ou le soir ? Parce que moi, tout le monde dit le meilleur moment pour être créatif, c'est le matin. Moi, le matin, il n'y a rien du tout, quoi. J'écris, je reste devant une feuille blanche et il n'y a rien qui sort. Alors que le soir, au contraire, je pense que je suis plus détendu, je sais pas, mais j'ai beaucoup plus d'inspiration. Et par contre, ce qui est marrant, c'est justement, généralement, j'ai la créativité le soir, mais en fait, ce que j'écris, c'est pas génial, en fait. Et du coup, c'est plutôt le matin que faut que je revienne dessus pour le rendre plus clair, plus cohérent. Moi, maintenant, j'organise ma journée selon un principe assez simple, c'est-à-dire que je fais les tâches de la plus dure à la plus facile.
Donc je fais toujours les tâches créatives les plus compliquées le matin et ça progresse de la plus dure à la plus facile. Vraiment en fin de journée, je fais les trucs à la con, genre répondre à mes emails, etc. Donc j'ai ce principe assez simple, mais parfois une tâche, tu vois, comme je reprends l'exemple de tout à l'heure, engager un mec pour faire un truc de 5 secondes sur Fiverr, c'est pas dur, donc je le fais pas le matin. Mais en même temps, ça me fait un peu chier, donc je le fais pas le soir quand je suis fatigué. Donc au final, je le fais jamais. Et pourtant, c'est tout court parce que ça prendrait pas très longtemps. Et donc, je suis en train de tester ce nouveau système que j'ai fait là depuis 4-5 jours. Et en plus, je le fais sur papier. Donc, j'ai un petit carnet. Donc, j'ai 2 pages pour la journée. Sur la page de gauche, je fais un truc qui s'appelle le 5 Minute Journal. Donc, c'est en gros un espèce de petit journal que tu fais en 5 minutes le matin pour te mettre dans le bon mindset. Et sur la page de droite, j'ai écrit les différentes tâches avec le nombre de pomodoro qu'elles vont prendre. Et tu le fais à la main ou tu le fais Je le fais sur une page de papier, sur un petit carnet. D'accord. Parce que moi, en fait, je suis pas fan des systèmes de to-do list parce que ça me pousse à trop compliquer les choses. Et donc, du coup, avant, je le faisais sur le bloc-notes de mon ordi. Et maintenant, je le fais carrément sur un petit carnet papier. L'autre avantage, c'est que ça me permet de planifier ma journée le soir, parce que comme après 22h, j'ai plus d'ordi, bien souvent, la journée... C'est super marrant quand tu dis ça, parce que ça donne l'impression que ta mère a bien... Ma mère vient chez moi, elle me fait « Ouais, c'est fini », elle prend mon ordinateur. Donc voilà, pour résumer, après 22h, j'utilise pas mon ordi, parce que sinon, ça perturbe un peu mon sommeil. Et donc, du coup, si je planifie ma journée sur mon ordi, bien souvent, je le fais pas. Et du coup, je le fais le matin. Et le matin, j'arrive de mon ordi, je me fais « Ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Et maintenant, je me suis dit, maintenant, avec les Pomodoro, c'est plus simple, c'est plus épuré. Et du coup, bien souvent, je le fais le soir sur mon petit carnet. Et c'est détente. Et puis, comme ça, je commence la journée avec un plan déjà écrit. C'est un conseil que tout le monde donne. Moi, j'avais jamais trop implémenté parce que, en général, j'ai oublié de le faire, tout simplement. Et maintenant, comme j'ai un carnet qui est aussi un élément physique, donc tu peux le placer dans différents endroits dans ta maison pour t'en souvenir, pour tomber dessus. Et voilà, c'est un système qui a plutôt bien marché. Alors, après, t'as la chance d'être capable de te relire, quoi. Moi, mon écriture est tellement pourrie que j'arrive même pas à me relire moi-même. Ce qui est quand même assez spectaculaire. Du coup, j'aimerais bien avoir un petit truc physique, ça me ferait plaisir, mais toi, si je devais revenir sur ce que j'ai écrit la veille, ce serait indéchiffrable. Moi, j'avoue que ce que j'ai écrit il y a assez longtemps, c'est assez difficile à lire. Je peux en plissant les yeux, mais en général, ce que j'ai écrit dans une même journée, ça pose pas de problème. En fait, c'est plus pour ce que tu fais. En fait, c'est plus pour. C'est pas tellement pour revenir dessus plus tard, c'est vraiment juste pour commencer la journée. Ouais, c'est juste dans l'immédiat, tu vas avoir un truc où tu peux avoir. Il y a aussi il y a toujours une satisfaction à barrer une tâche, tu vois. Tu cliques un bouton sur ton ordi pour faire tâche accomplie. C'est pas la même chose que pouvoir la barrer avec ton stylo sur une feuille. Il y a un petit côté où t'as plus un sentiment d'accomplissement comme ça, qui est un peu débile, mais ça fonctionne. Moi, récemment, je suis parti dans l'idée carrément de faire un tableau. Tu sais, un tableau genre... Un tableau blanc ? Ouais, un tableau blanc. Récemment, j'ai eu cette envie-là. Ouais. Du coup, je pourrais me dire, parce que si j'écris en très gros et en majuscule, ça passera. mais toi, je trouve qu'il y a une satisfaction même à... C'était carrément, tu peux faire le double truc, quoi. T'as la tâche, tu la barres d'abord, puis ensuite tu l'effaces. Ouais. Comme ça, vraiment, t'as... Le tableau blanc, c'est cool, hein, mais ça prend un peu de place, donc il faut être fixé quelque part, quoi. Ouais. Du coup, ma recommandation lifestyle, c'est pas seulement ça, mais c'est de dire que on est tout le temps en train d'expérimenter avec différents systèmes et voilà, tester différents systèmes. Et bien souvent, les trucs dont vous avez entendu parler 150 fois, comme le Pomodoro ou faire vos tâches la veille au soir, si vous en avez entendu parler autant de fois, c'est parce qu'il y a une raison. Et parfois, il faut trouver la bonne façon pour l'implémenter chez toi. Très vrai, très intéressant. Sur ce, on va se quitter. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez bien sûr vous rendre sur notre site nomadedigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner, nous laisser votre avis ou bien sûr nous raconter vos histoires de cafards en message vocal. On sera très intéressés pour les écouter et si vous nous racontez une bonne histoire, on la passera sur un prochain épisode. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.